Bien, merci à tous. Merci au comité d'organisation pour m'avoir confié l'honneur de vous parler d'une thématique que je connais un petit peu, mais pas autant que vous sur les catécholamines, probablement. J'ai essayé de partager. Je voudrais juste, parce qu'il faut déclarer en général ces conflits d'intérêts, dire que je n'ai aucun conflit avec le club de Pau pour le 83-6 infligé la semaine dernière. Je ne travaille pas avec le Stade Toulousain. Voilà. Non, mais je n'ai... Ça part très mal pour toi, mon gars. Non, vous allez voir. Par contre, j'ai énormément d'intérêt, vous voyez, il y a plusieurs S à partager avec vous, parce que c'est vraiment toujours un grand plaisir pour moi de venir parler avec des cardiologues, parce que c'est dans ma discipline à la fois de médecin du sport et d'entraîneur, c'est la dimension cardiologique quelque chose que j'appréhende tout particulièrement. Donc c'est un grand plaisir. Alors on m'a demandé de parler de catécholamines, d'exercice musculaire. En fait, on va parler de stress, puisque les catécholamines, vous le savez, et M. Lebouc vous en reparlera, et Xavier aussi, puisque la régulation glucidique est une régulation au stress, eh bien c'est un problème de régulation du stress. L'exercice musculaire est un stress, est un bon stress, puisque par principe, c'est un stress auquel on va apprendre à s'adapter pour repousser nos limites, y compris là, dans le domaine, on va dire, de la limite de mortalité, puisque c'est un peu par là que se passe l'augmentation de l'espérance de vie. Eh bien, on va parler de réponses catécholaminergiques en noradrénaline, dopamine, adrénaline, en impliquant donc, le système nerveux central, le système médullo-surrénalien. Tout ça, c'est des choses que vous connaissez bien. Et ce que je vais m'attacher à essayer de partager avec vous, c'est une vision intégrative de cette réponse catécholaminergique, pour ne pas me centrer que sur le système cardiovasculaire, mais essayer d'appréhender l'effet des catécholamines sur bien d'autres systèmes. Et vous allez voir que c'est très, très intéressant. Alors, de principe, je vais parler de temporalité de l'effet des réponses hormonales au stress, en sachant que, vous le savez, la réponse au stress peut se faire de façon immédiate ou, on va dire, dédiée. La réponse catécholaminergique, elle est essentiellement, on va dire, une réponse réflexe immédiate, et elle peut être prolongée un petit peu dans le temps par la réponse médullo-surrénalienne, alors que les hormones glucocorticoïdes ont des effets beaucoup plus retardés, proportionnellement, bien entendu, quand je dis beaucoup, c'est proportionnellement, beaucoup plus retardé que l'effet catécholaminergique. Donc un premier élément de réflexion, c'est, quand on parle de catécholamine à l'exercice, c'est de réfléchir sur la temporalité de cette réponse, et vous allez voir que la temporalité va jouer et va influencer le taux de catécholamine en réponse à un exercice musculaire. Alors, ce sont des notions que je vais aborder dans un premier temps relativement simples que vous connaissez, et justement, je ne vais pas passer trop de temps sur des notions que vous connaissez, c'est ces notions d'intensité et de durée. Vous le voyez ici sur le schéma qu'on parle ici de noradrénaline, d'adrénaline chaque fois, mais en fonction de l'intensité ou de la durée de l'exercice. On voit bien qu'avec l'augmentation de l'intensité ou avec l'augmentation de la durée d'exercice, et ici pour une même intensité, eh bien, les taux de noradrénaline et de catécholamine augmentent. Donc quand vous allez avoir besoin de gérer le taux de sécrétion catécholaminergique, devoir jouer sur l'intensité, sur la durée, chez vos patients, c'est plus pour le gérer, pour éviter l'augmentation excessive dont vous connaissez l'effet potentiellement délétère en termes de génération de troubles du rythme. On parlait tout à l'heure de génération de force, de puissance, en clair de domaine mécanique, d'expression de la performance. Eh bien, selon que vous avez une contraction isométrique versus concentrique, selon que vous contractez plutôt les membres supérieurs ou les membres inférieurs, selon que vous êtes en situation de déficit glucidique ou oxydatif. Glucidique, c'est si vous travaillez à jeun, oxydatif, si vous travaillez en altitude ou si vous avez une artériopathie. Eh bien, vous allez moduler la réponse à ces stress, que sont l'exercice isométrique, membre supérieur glucidique ou oxydatif, en termes de déficit, par l'augmentation des réponses catécholaminergiques. Donc là encore, on y reviendra, si vous voulez moduler la réponse catécholaminergique, il vous faudra jouer à la fois sur le mode de contraction, sur le type de masse musculaire sollicitée et sur l'état dans lequel vous sollicitez ces masses musculaires. Et en particulier, pour ce qui est du déficit glucidique oxydatif, il va falloir jouer sur le taux, vous allez jouer essentiellement sur le taux d'adrénaline, et ça va ajuster un petit peu la réponse cardiovasculaire, ou en tout cas le risque, si vous jouez sur le risque de cette réponse cardiovasculaire. On parlait aussi d'entraînement juste avant. Eh bien, selon que vous vous entraînez plutôt en aérobie ou en anaérobie, c'est-à-dire en anaérobie, ça peut être soit du travail, on va dire, au seuil, eh bien, vous allez moduler le taux de noradré, le taux d'adrénaline, et là encore, vous allez le moduler, c'est une réponse au stress, donc c'est fort logique, à la hausse. Vous allez le moduler à la hausse avec quelques petites différences, en ce sens que vous allez moduler encore un peu plus le taux de réponse catécholaminergique si vous entraînez en anaérobie plutôt qu'en aérobie. Donc, chez vos patients, c'est peut-être à prendre en compte quand vous avez une gestion de risque en termes de réponse catécholaminergique. Cette réponse, elle est beaucoup plus importante chez l'homme que chez la femme. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout, pour une même intensité, vous allez, même si vous avez augmenté le taux de catécholamine, réduire pour une même intensité avec l'entraînement le taux de sécrétion. Donc en clair, quand vous vous entraînez, vous augmentez votre puissance, mais pour une même puissance,
par rapport à avant entraînement, vous aurez un taux de réponse catécholaminergique qui sera plus bas. Il y a pas mal d'études et il y a une revue de littérature qui le démontre. Pourquoi est-ce qu'on augmente avec l'entraînement le taux de sécrétion catécholaminergique? Tout simplement parce que, si vous préférez, vous musclez votre médulle surrénale. C'est ce qu'on appelle le sport adrénal médulla concept. C'est vous augmentez le volume et la densité catécholaminergique de votre médulle surrénale. C'est une des hypothèses par lesquelles certains pensent qu'il y aurait une forme parasympathique de surentraînement, en ce sens que dans certains types de surentraînement, vous avez une prédominance du para par défaut de réponse catécholaminergique, et donc ça serait probablement qu'avec un surentraînement, vous allez épuiser votre glande médulo-surrénale qui pourtant s'était hypertrophiée. Donc vous voyez que tous ces concepts de modulation à la fois de l'intensité du membre, du statut énergétique, eh bien ça va vous permettre, vous cardiologues, de moduler la réponse catécholaminergique. Alors j'ai mis, excusez-moi, je suis le cardiaque entre guillemets, parce que bon, c'est toute pathologie, cardiologie, cardiovasculaire confondue, et pour cela, vous allez pouvoir gérer en faisant pas trop intense, en gérant peut-être l'exercice avec le membre supérieur, en faisant peut-être pas trop long, donc c'est là que va être intéressant l'exercice aussi intermittent en fonction de l'intensité, plutôt l'exercice de type concentrique si on raisonne sur l'aspect catécholaminergique et pas sur l'aspect musculaire, en endurance aérobie. Évitez, si vous voulez éviter d'augmenter la réponse catécholaminergique, de travailler à jeun, et moduler ces risques par rapport à la notion d'entraînement en altitude chez le patient cardiovasculaire. Donc ça, c'est des concepts, on va dire, qui sont relativement simples et assez connus, et je pense pour vous, qui sont directement applicables. Ce qui me semble peut-être plus original, c'est de discuter aujourd'hui de cibles de ces catécholamines durant l'exercice. Alors je ne vais pas disserter pendant très longtemps sur les aspects débit cardiaque et vasodilatation, ou en tout cas vasculaire, vasoconstriction des catécholamines. Simplement une étude, donc je ne vais pas disserter sur ces aspects adaptatifs que vous connaissez, de la réponse en chaîne de l'oxygénation à l'exercice musculaire, et juste une étude qui me semble très intéressante, qui vient de paraître en 2019, qui vous montre que chez des patients qui ont des cardiomyopathies non obstructives, donc des cardiomyopathies qui sont pas très gênante, en tout cas dans l'étude qui a été faite ici, eh bien, on a une augmentation du taux d'adrénaline que vous avez en rouge en fonction de l'intensité. Cette augmentation augmente particulièrement après le premier seuil ventilatoire. On a le même type de profil, si vous regardez non plus l'adré, mais la noradrénaline, où là encore, on a une augmentation qui prend une allure exponentielle après le premier seuil ventilatoire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez générer une gestion du risque d'imprégnation catécholaminergique chez le patient, eh bien, vous basez sur le premier seuil ventilatoire, c'est en tout cas ce que défendent les auteurs, peut être un bon moyen, si vous n'avez pas les moyens, de doser en série les catécholamines. Donc ça, c'est quelque chose qui me semblait intéressant, c'est une étude toute neuve, et ça me semble important. Ça, c'est une étude qui avait été faite chez le patient cardiaque sans altération de la fonction cardiaque. Là, vous avez une deuxième étude qui a été faite en 1998, mais qui a été faite chez des patients qui ont une cardiomyopathie avec altération de la fonction cardiaque, et notamment altération de la réponse chronotrope. Et là, quand ils dosent les catécholamines, que ce soit la noradré ou l'adrénaline en bas, ce qu'on voit, c'est que chez le patient, donc chez le malade au-dessus, par rapport à des contrôles, on a bien une augmentation, si vous voulez, de la noradré, une augmentation de l'adrénaline. Par contre, ce qu'on voit, c'est que quand on compare les malades et les patients, donc les patients qui ont des maladies cardiaques avec altération de la fonction hémodynamique, eh bien, on a une altération du rapport entre la fréquence et la noradrénaline, c'est-à-dire qu'on a une atteinte, ici on le voit, de la réponse consécutive en termes d'accélération cardiaque. On a bien cette notion d'atteinte, on va dire, de la réponse du tissu en réponse à l'hormone. Et ce que disent en fait ces deux études, finalement, c'est tout simplement, c'est pour faire passer un message, c'est que l'exploration fonctionnelle intégré à l'exercice, donc le fameux test d'exercice couplé à la mesure des échanges gazeux respiratoires. On en a reparlé juste avant, permet de codifier la puissance d'exercice, le réentraînement ventilatoire, le réentraînement métabolique, mais permet aussi, et on l'a vu juste avant avec la réponse au niveau du premier seuil, probablement d'appréhender la réponse catécholaminergique, et en particulier chez les patients qui sont atteints de pathologie cardiaque ou en l'occurrence de pathologie à type de cardiomyopathie. Alors tout ça c'est bien, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est tous un peu différents et que raisonner sur des moyennes, ça n'empêche pas de raisonner sur un individu. Et ça, c'est une étude de Martin Buchheit, dont on a parlé tout à l'heure, c'est le fameux sport scientist du PSG. Eh bien, que montre Martin Buchheit? Il montre que quand vous faites de l'intervalle training, alors c'est des sujets sains, eh bien, que ce soit en termes de réponse, en termes de VO2, que ce soit en termes de réponse, en termes d'oxygénation, c'est la courbe rouge en haut, ici que vous avez là, en termes d'oxygénation des membres inférieurs. Si vous avez deux patients différents, eh bien, vous leur mettez à tous les deux le même type de programme en intervalle training. Vous voyez bien qu'avec le temps, au fil des intervalles, ils ont tous les deux une baisse
de la puissance soutenue. Ils ont bien tous les deux un même profil en termes de VO2, en termes d'extraction musculaire d'oxygène. Par contre, ce que vous voyez, c'est que les courbes vertes, qui sont les profils de fréquence cardiaque, ils ne sont pas du tout les mêmes. Donc, se baser sur la notion de récupération de fréquence cardiaque pour générer de l'intensité, je ne sais plus qui est-ce qui proposait la question tout à l'heure de comment gérer l'intensité des intervalles. En tout cas, chez le sujet sain, gérer l'intensité des intervalles sur la fréquence cardiaque, c'est peut-être clairement pas, en tout cas chez le sportif bien développé en termes de performance, la bonne solution. Parce qu'on a tous des réponses différentes et probablement que le découplage ici entre la situation énergétique et la réponse cardiovasculaire, elle est liée à peut-être des imprégnations, en tout cas des réponses catécholaminergiques différentes entre les individus. De là, le prouver chez le sujet sain, on n'en sait rien. Alors, en termes de réponse énergétique, ce que je veux montrer là, c'est que là aussi, dans le tissu adipeux, les catécholamines vont être intéressantes. Les catécholamines vont stimuler la mobilisation des lipides. Vous avez ici une stimulation d'un récepteur qui va hydrolyser les molécules de triglycérides, et ça va permettre donc de mettre dans le tissu, en dehors du tissu adipeux, donc dans le sang, des acides gras, du glycérol. Les catécholamines vont permettre de vasodilater le tissu adipeux, donc de transférer ce substrat énergétique au niveau musculaire. Et les catécholamines, vous le savez, vont aussi vasodilater le muscle et donc vont permettre d'abreuver en substrat énergétique ce tissu musculaire. Donc cet effet bêta-adrénergique que vous avez des catécholamines va être intéressant pour mobiliser le substrat énergétique au niveau musculaire. Les catécholamines vont aussi stimuler l'oxydation des acides gras et elles vont permettre donc un couplage fonctionnel, mobilisation, oxydation des graisses. Donc vous voyez qu'au-delà même de la réponse cardiovasculaire, elles ont un intérêt sur le tissu adipeux. Et d'autant plus qu'une étude en 2011 a montré que même le tissu adipeux peut sécréter des catécholamines. C'est-à-dire que là, vous regardez les catécholamines qui sont isolées dans des adipocytes, on voit qu'il y a des catécholamines qui sont présentes de base dans des adipocytes. Eh bien, quand vous inhibez la synthèse des catécholamines, ce qu'on montre, c'est que ce taux diminue. Donc ça prouve bien que si vous inhibez la quantité de catécholamines, la synthèse dans les adipocytes sont donc bien capables eux-mêmes d'en produire. Donc ils sont à la fois sensibles aux catécholamines circulantes, mais ils sont aussi capables de générer en termes de production de catécholamines. Et ça, c'est important, parce que ça, c'est une étude très, très intéressante qui montre que quand vous exposez par un modèle qui est la brûlure étendue à un stress adrénergique très important du tissu adipeux, eh bien, vous allez tendre à bruniciser le tissu adipeux. C'est une étude qui a été publiée dans Cell Métabolisme. Et cette brunicisation, vous l'avez ici, c'est quoi? Ça augmente la quantité de mitochondries. Et donc, ça augmente cette capacité de mobilisation des acides gras par le tissu adipeux. Donc, vous voyez que ces catécholamines, elles sont sur le tissu adipeux très, très, très intéressantes pour coupler, encore une fois, l'adaptation musculaire et l'adaptation énergétique. Alors, il n'y a pas que les catécholamines, on va dire externes, qui sont intéressantes. Le muscle est aussi capable lui-même, donc ça, c'est une cellule musculaire, de générer la mobilisation des graisses dans ces stocks intramusculaires, en ce sens que l'adrénaline va stimuler des processus de phosphorylation et donc la même molécule, la même enzyme qui est la lipase hormonosensible va dégrader non pas les stocks externes mais les stocks internes d'acides gras, de triglycérides, et donc le muscle va être cette lipase alimentée en acides gras. Et donc là aussi, les catécholamines directement au niveau musculaire vont améliorer le couplage entre l'utilisation, la mobilisation et l'utilisation des graisses. La contraction va améliorer également le trafic intracellulaire de ces graisses pour les amener au plus proche des sites d'oxydation. Et donc la contraction va être obligatoirement complémentaire de cette régulation catécholaminergique. Et juste parce qu'on va en parler tout à l'heure avec le côté anabolisme, les catécholamines vont avoir un effet intéressant sur le plan du développement musculaire, puisque là, vous avez des voies moléculaires de développement de la performance musculaire avec la synthèse protéique, la diminution de la dégradation protéique, l'augmentation de la performance contractile. En bref, si vous augmentez votre synthèse, si vous diminuez votre dégradation, si vous augmentez votre performance, en l'occurrence ici, avec l'augmentation de la quantité de calcium intracellulaire, eh bien vous serez plus performant. Qu'est-ce qui peut vous rendre plus performant? Les bêta-agonistes, avec ce récepteur qui, vous l'avez sur le schéma, va coupler tous ces mécanismes. L'insuline, si vous en rajoutez, parce que le bêta-agoniste va stimuler la sécrétion insulinique, bien l'insuline va venir renforcer par un récepteur à l'insuline ce mécanisme. Donc vous voyez que les bêta-2 agonistes, donc une action catécholaminergique, va renforcer la performance musculaire. Et ça, c'est quelque chose pour ce qui est du calcium qui est intéressant, parce que si vous avez besoin de beaucoup de calcium, il faut éviter d'en perdre trop. Et ça, c'est quelque chose que certains connaissent. Les Reichel, les stabilisateurs de la fuite calcique au niveau du cœur, c'est important et c'est un élément, on va dire, que certains probablement utilisent comme élément de dopage. Alors, un dernier élément qui me semble très très important, et je finis sur cette diapositive, c'est le rôle des catécholamines dans la performance neuromotrice. Si vous inhibez chez des rats l'action de la noradrénaline en imprégnant les rats avec de la clonidine, eh bien, l'augmentation ici de l'imprégnation par la clonidine, donc l'inhibition augmentée de la noradrénaline, va diminuer leur performance en termes de force. Vous avez ici la force.
Cette imprégnation va aussi diminuer leur temps de réaction et va augmenter la consistance du choix, c'est-à-dire qu'ils vont toujours faire la même chose. Ça peut être délétère si vous avez besoin de vous adapter en situation environnementale inhabituelle. Donc en clair, ça veut dire que la dopamine, la noradrénaline, qui sont déjà connus sur des éléments, on va dire, très centraux, vont être intéressants pour augmenter la performance motrice des sujets. Alors là, je pose une question. Dopamine cérébrale, c'est un précurseur de la noradrénaline. Que compte faire la commission médicale de l'UCI si la banane étant très riche en dopamine, certains utilisent ce type d'application locale pour à visée ergogénique. Alors, je voudrais finir avec cette diapositive et vous remercier encore une fois. J'espère avoir partagé avec vous une vision intégrative du rôle des catécholamines. Juste pour dire à Laurent que on va vous prêter Christophe Furios. Je ne sais pas où est Laurent, donc vous voyez que je n'ai rien contre le rugby. Moi, je travaille avec le Castres Olympique. Donc voilà, il est là. Donc on va vous prêter Christophe Furios. Faites-en bons usages, autant que nous. Voilà. Et puis, vous remercie encore une fois, et notamment tous mes collègues toulousains cardiologues, parce qu'on vient d'ouvrir la clinique universitaire du sport, et sans les cardiologues, on ne serait pas aussi performant qu'on essaie de l'être. Je vous remercie beaucoup. Merci.